Donc on va continuer donc notre pathologie cancéreuse de la cavité buccale. On a vu donc le diagnostic positif qui passe à travers la biopsie, qui confirme le diagnostic au cours d'un examen clinique, qui est axé sur l'examen de la cavité buccale. On va continuer donc, comme tout cancer, une fois le diagnostic est posé, il faut pratiquer un bilan d'extension pour stadifier la tumeur. Donc le bilan d'extension, c'est à la fois un bilan d'extension leucorégional qui intéresse les VADS. Pourquoi les VADS? Parce qu'on sait très bien que toute la muqueuse qui tapisse les voies aérodiciles supérieures est sujette au même type d'agression. Ça veut dire que si on a un cancer primitif quelque part dans la sphère ORL, on peut avoir dans 20% des cas un deuxième cancer qui peut intéresser un autre organe, toujours dans la sphère ORL. Et donc c'est pour cette raison, on aura toujours recours à un bilan d'extension, donc à la fois pour déterminer l'extension, donc pour déterminer l'extension leucorégionale de la maladie, mais dans un deuxième but de trouver une deuxième localisation. Et donc ce bilan d'extension est bien sûr fait de ce qu'on appelle la pan-endoscopie. La pan-endoscopie, ça regroupe plusieurs endoscopies. C'est une endoscopie de toute la sphère ORL. Et lorsqu'on parle de la pan-endoscopie, c'est à la fois une laryngoscopie directe qu'on voyait ici. Cette laryngoscopie, c'est la mise en place des spatules métalliques en extension et en suspension, parce que cette spatule laryngée est bien sûr menée d'un bras qui permet la suspension pour mieux explorer le pharyngolarynx à travers donc cette spatule. C'est la laryngoscopie directe qui se fait sous anesthésie générale. Toujours cette endoscopie, ça va intéresser l'endoscopie digestive. C'est à la fois une hypopharyngoscopie et une fibroscopie digestive, et on termine par une fibroscopie bronchique. Donc c'est une endoscopie de toute la sphère ORL à la recherche d'une deuxième localisation. Ce bilan d'extension aussi leucorégional est fait de l'imagerie, avec le couple bien sûr TDM-IRM, et toujours l'objectif du scanner est le même, c'est de mettre en évidence la tumeur qui va se manifester sous forme d'une hypodensité qui intéresse la cavité buccale. On va voir ses dimensions, on va voir son extension en profondeur, parce que l'extension superficielle, on l'a sur l'examen clinique, mais là sinon c'est l'extension en profondeur, vers les parties molles et vers l'os. Le scanner aussi permet le staging ganglionnaire à la recherche des adénopathies métastatiques et la recherche d'un envahissement ganglionnaire. Et ça va aussi permettre d'explorer l'os qui entoure la cavité buccale. Et donc c'est principalement la mandibule et le palais osseux en haut. Et quatrièmement, ça permet d'explorer les autres VADS à la recherche d'une deuxième localisation. C'est le même objectif pour l'IRM, sauf qu'il y a certaines sensibilités de l'IRM par rapport au scanner qui intéressent donc les parties molles. Ce bilan d'extension sera bien sûr fait en dehors de cette extension, en dehors des examens qui intéressent le bilan d'extension leucorégionale, aux examens qui permettent la recherche de métastases. On va demander à la fois une radiographie pulmonaire, une échographie abdominale à la recherche des métastases hépatiques ou bien spléniques, une scintigraphie osseuse en cas de douleur osseuse ou bien en cas de fracture pathologique pour voir est-ce qu'il y a une extension osseuse ou non. Et on termine par le PET scan, donc le PET scan qui a un autre intérêt dans le suivi et dans la surveillance de la maladie cancéreuse. Donc une fois le bilan d'extension est réalisé, on va donc réaliser par la suite notre stadification, est une stadification TNM, c'est la classification internationale de cancer, qui permet de classer le cancer selon cette classification de TNM. Mais avant de parler de cette classification, parce que c'est une classification qui est spécifique à la localisation donnée, parce que lorsqu'on parle de la cavité buccale, il y a plusieurs sites au niveau de la cavité buccale, et donc là on va parler des formes cliniques qui sont à la base des formes topographiques. Ce sont des formes qui intéressent le site là où siège le cancer. Et on va commencer par le cancer le plus fréquent de la cavité buccale. C'est le cancer de la langue. Et dans le cancer de la langue, on va scinder donc ce cancer en deux parties.
Il y a le cancer qui intéresse la partie mobile de la langue, c'est la partie antérieure qui siège au niveau de la cavité buccale. Et il y a le cancer postérieur de la langue, c'est le cancer de la base de langue. Le cancer de la partie mobile de la langue, ou bien en gros le cancer de la langue, représente 20% des cancers des voies aérodigestives. C'est la localisation la plus fréquente en matière de cancer de la cavité buccale. C'est le plus fréquent. Lorsqu'on parle du cancer de la cavité buccale, le plus fréquent de ces cancers, c'est le cancer de la langue, parce que c'est le principal constituant de la cavité buccale. La localisation de ce cancer au niveau de la langue peut être variable. Le site le plus fréquent et le site le prédictif de cette localisation tumorale, c'est le bord libre de la langue, au contact des arcades dentaires, qu'on voit ici sur cette photo. Vous voyez donc cette ulcération, c'est une tumeur ulcérante infiltrante qui intéresse donc le bord libre, vous voyez le bord libre de la langue. Parce que lorsqu'on parle de la langue, vous avez la face dorsale, c'est la face supérieure qui sera plaquée contre le plafond ou bien le palais dur. Et vous avez la face inférieure ou la face ventrale de la langue qui est au contact du plancher buccal. Vous avez la pointe de langue et vous avez le bord libre droit et le bord libre gauche. La localisation la plus fréquente en matière de cancer de la langue, c'est la localisation au niveau du bord libre. Ça représente les 3/4 des cancers de la langue. Et lorsqu'on parle de cancer de la langue, c'est un cancer qui est méchant. Pourquoi méchant? Parce que c'est un cancer très lymphophile. Ça entraîne des métastases ganglionnaires. Ça entraîne un envahissement ganglionnaire. Et qui dit l'envahissement ganglionnaire, ça expose au risque de métastases viscérales, bien sûr à distance de la localisation initiale. C'est un cancer de mauvais pronostic. La deuxième localisation au niveau de la cavité buccale, c'est le cancer du plancher de la bouche. Le plancher buccal qu'on voit ici. La particularité de ce cancer du plancher qui intéresse le plancher buccal, c'est que dans la plupart du temps, c'est un cancer qui va s'étendre en haut, qu'on voit ici, vers la face ventrale de la langue. Et on va donc parler de ce qu'on appelle le cancer pelvilingual. C'est presque le plus fréquent en localisation au niveau du plancher buccal. C'est rare où on va trouver un cancer qui intéresse ou bien un cancer qui est isolé au niveau du plancher buccal. Dans la plupart du temps, c'est un cancer qui a tendance à s'étendre vers la face ventrale de la langue et donc c'est un cancer qui est pelvilingual. La deuxième particularité du cancer qui intéresse le plancher buccal, c'est qu'il est tout près de la structure osseuse. Vous voyez donc ici, lorsque le cancer siège au niveau du plancher buccal, il est à proximité de la mandibule. Et donc il faut toujours rechercher une extension osseuse vers la mandibule parce que c'est un cancer qui va s'étendre en avant vers la mandibule. L'adénopathie aussi, c'est un cancer qui est lymphophile, qui va se manifester par une adénopathie métastatique qui siège le plus souvent au niveau sous-mental, au niveau de la première aire ganglionnaire, ou bien au niveau sous-mandibulaire. C'est toujours de mauvais pronostics. Donc la particularité du cancer du plancher buccal, c'est cette proximité à la fois de la langue et du cadre osseux. Et donc c'est un cancer qui peut s'étendre soit vers la langue, soit vers l'os. Il faut toujours palper ce cancer, parce que la vraie taille de cette tumeur, on la conçoit à la palpation et pas à l'inspection, parce que c'est dans la plupart des temps, c'est un cancer infiltrant qui va infiltrer soit la langue, soit au niveau de l'os et au niveau de la partie toute postérieure. Et donc il ne faut pas hésiter de palper ce genre de cancer. La troisième localisation au niveau de la cavité buccale, c'est le cancer qui intéresse la face interne de la joue. Comme vous voyez, donc c'est la face interne de la joue gauche. Et on a ce cancer bourgeonnant qui survient dans la plupart des temps sur une lésion précancéreuse, qui survient sur une leucoplasie. L'extension ici se fait soit vers le vestibule, que ce soit en haut vers le vestibule supérieur ou bien en bas vers le vestibule inférieur. Et c'est un cancer qui peut s'étendre en arrière vers le trigone rétromolaire ou bien vers, bien sûr, la région intermaxillaire. En arrière
de la dernière molaire. Ça, c'est le triangle, c'est le cancer qui intéresse le trigone rétromolaire. Le trigone rétromolaire, c'est quoi? C'est l'espace qui siège en arrière de la dernière molaire. C'est au contact de l'os, au contact de la branche montante de la mandibule et de la branche horizontale de la mandibule. C'est au niveau de l'intersection entre la branche montante et la branche horizontale. Et donc, c'est un cancer qui s'accompagne systématiquement par une infiltration osseuse. Et qui dit infiltration osseuse, il faut réaliser donc un scanner. Dès que la tumeur se rapproche de l'os, on demande le scanner. Dès qu'il est éloigné de l'os, on demande l'IRM, parce que l'IRM est plus performante pour les muscles et les parties molles, et le scanner plus performant pour le cadre osseux. Et donc, lorsque le cancer intéresse le trigone rétromolaire, c'est qu'il y a systématiquement une extension osseuse, et là, il faut la confirmer sur le scanner. C'est un cancer qui va s'étendre par la suite vers les muscles. On sait très bien qu'au niveau de la branche montante de la mandibule, vous avez deux muscles. Un muscle à l'extérieur, c'est le muscle masséter, et un muscle à l'intérieur, c'est le muscle ptérygoïdien latéral. Et donc, ptérygoïdien médial. Et donc, lorsque la tumeur s'étend vers ce muscle, on va avoir donc un trismus, on va avoir une infiltration musculaire qui va se manifester par une limitation d'ouverture buccale, qui est le principal mode de révélation de ce genre de cancer. Parce que c'est un cancer qui va s'étendre en profondeur en arrière et le patient néglige la lésion et va venir consulter à un stade tardif au moment où la limitation d'ouverture buccale est manifeste. Et donc, après notre bilan d'extension, on va stadifier donc cette tumeur selon la classification TNM. Le T, c'est la taille de la tumeur. Et vous voyez donc les 4 stades de la tumeur en fonction de la taille. Lorsque la tumeur est de moins de 2 cm, on est dans le stade 1. Lorsque la tumeur entre 2 et 4 cm, on est dans le stade 2. Lorsque la tumeur est supérieure à 4 cm, mais qui reste localisée au niveau de l'organe, au niveau du seul site de la tumeur, c'est-à-dire au niveau de la langue, on est dans le stade 3. Mais lorsque la tumeur s'étend vers un autre site, que ce soit un envahissement vers le plancher ou un envahissement vers l'os qu'on voit ici, on est dans le stade 4. Donc dès que la tumeur sort de son site initial, on est automatiquement dans le 4e stade qui est de mauvais pronostic. L'extension ganglionnaire, c'est toujours la même classification en fonction de la taille et de la localisation de la tumeur. Les métastases aussi, avec ou sans métastases. Et donc, après avoir donc stadifié notre tumeur, pourquoi stadifier la tumeur? Parce que sur cette stadification se basent les modalités thérapeutiques. Le traitement qu'on va choisir sera fonction du stade de la tumeur. Un stade précoce, le traitement a toujours de bons résultats, mais un stade tardif où la tumeur est dépassée, on peut avoir recours au traitement palliatif. Et donc la stadification de la tumeur est un facteur principal du choix thérapeutique. Et donc le traitement de ces cancers de la cavité buccale a quand même des objectifs, un certain objectif. Le premier objectif est un objectif universel dans le traitement du cancer, c'est l'éradication totale de la tumeur. C'est l'exérèse, c'est la résection totale de la tumeur en passant par le tissu sain. Il ne faut pas aller fragmenter la tumeur et laisser bien sûr le site tumoral en place parce que ça va entraîner un coup de fouet pour la tumeur. On va avoir une extension plus méchante qu'auparavant. Et donc il faut toujours respecter cette notion d'éradication totale de la tumeur en réséquant la grande partie, pas la grande partie mais la totalité de la tumeur et en sacrifiant aussi le tissu sain. Parce qu'on va passer par le tissu sain, on va passer à distance de la tumeur. La résection doit être presque à 1 cm de la tumeur. Le deuxième objectif, c'est que on va quand même améliorer la survie. Il faut toujours améliorer la survie. En réséquant cette tumeur et en traitant la tumeur, on va améliorer, on va bien sûr entraîner
on va améliorer la qualité de vie de la personne parce que si on laisse en place la tumeur, ça va évoluer naturellement vers le décès et vers la mort. Et donc le traitement adéquat de la tumeur permet d'améliorer quand même la survie. C'est une région qui est fonctionnelle et il faut donc respecter l'anatomie fonctionnelle. Il faut respecter l'anatomie fonctionnelle le maximum. Dès que possible, il faut respecter cette fonction et sinon on ne va rien faire. Donc il faut bien sûr sacrifier ces fonctions en réséquant en totalité la tumeur. Mais dès que possible, il faut respecter cette anatomie. Pourquoi la résection totale de la tumeur? Pour éviter quand même aussi la survenue des récidives, que ce soit des récidives locales ou bien des récidives ganglionnaires. Donc ce sont les principaux objectifs de traitement du cancer. Concernant les moyens thérapeutiques, donc lorsqu'on parle des cancers, il y a plusieurs moyens thérapeutiques.